puis alors, ça allait plus loin encore. Ces tests, c'est super intéressant parce qu'on voit les différences. Alors, pas de différence raciale parce que c'est une adaptation climatique. Un mec qui va dire qu'il y a des races, c'est complètement débile. En vérité, c'est juste une façon de classifier, mais c'est une classification qui n'est pas. Oui, c'est arbitraire. C'est arbitraire, c'est voilà. très fou, oui, Je sais pas, c'est un peu con. Mais on s'aperçoit par exemple que en Afrique, sur ces tests de perception spatiale, les Africaines sont au-dessus des Européennes et des Asiatiques. Tu vois, africaines. Alors que l'homme africain est en dessous de l'Européen et de l'Asiatique. Donc, moins bon, tu vois, sûrement moins bon ingénieur. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des Africains qui vont. Alors, subsahariens, puisqu'ils appellent ça. Ils faisaient des tests sur des afro-descendants, des Afro-Américains. Eux, ils appellent ça des Afro-Américains. Donc, en général, eux, ils font les tests, ils mettent tout le monde dans le même paquet. Alors que l'Afrique, c'est vaste. Hein. Tu peux pas dire, toi, tu es comme ça. Il y a le nord, le sud, il y a les hauts plateaux, il y a des adaptations comment dire, de forêt, de climat aride, de climat chaud, très chaud, mais avec beaucoup de calories. Donc, on s'aperçoit que la femme africaine, en général, est au-dessus des femmes européennes. Alors, alors ça, c'est très, très marrant. Alors ça, c'est moi qui j'en déduis ça. Et puis, j'ai des Africaines qui ont déduit aussi ça, que j'ai regardé. J'avais regardé une émission très bonne sur Arte. C'était sur les femmes sénégalaises, la beauté de la femme sénégalaise. Alors, pour un Européen, tu trouves, quand il fréquente des Africaines, quand il voit des Africaines, il va leur trouver souvent, subsahariennes, bien sûr, une certaine virilité dans leur comportement. D'ailleurs, elles ont un taux de testostérone plus élevé que les Européennes. Il faut bien le dire, une réalité. Je connais bien, tu imagines bien la culture africaine. Je ne sais pas de quelle origine tu es. Je suis métis franco-gabonais. Franco-gabonais. Gabonais, d'accord. Et ce que je peux dire, en tout cas, des Africaines, c'est qu'elles n'hésitent pas à se battre. Voilà. Contrairement, par exemple, aux Européennes qui ont un peu plus de réticence, je veux dire. Ça n'a rien à voir. Voilà, une Africaine, elle n'hésite pas à se battre avec un mec. Hein. Avec un mec, ah oui. Ah oui, tu vois. Et entre elles aussi. Entre elles aussi, bien sûr, Ah mais oui. si tu vas la chercher avec un mec, elle n'aura pas peur de te non, mettre au champagne. Et j'avais un pote qui sortait avec une Africaine à la Défense. Ça faisait partie des bandes des nanas, tu sais, des petites bandes des nanas. Le mec était un blond aux yeux bleus, gentil, mais il aimait bien, il est adorable, sportif. Il a eu le malheur de la tromper. Il était revenu se réfugier chez moi avec des traces de coups de couteau sur les bras. Ah bah voilà, c'est ça. Alors je lui disais, mais tu l'as mérité quelque part. T'as pas été sympa. Et la nana n'avait pas apprécié. Ah bah elle a pas aimé, ouais. C'est tout à fait le genre de truc, voilà. Le mec, il va rentrer à 5h du mat, il l'a pas prévenu, il se prend une bassine d'eau chaude sur la tête. Voilà, enfin, voilà. ça, c'est le truc. Ou bien les mecs qui pensent à la polygamie en Afrique, tu vois, des fois, sans oublier que les nanas peuvent se grouper contre le mec. Oui. Hein, c'est pas le mec qui domine. Les nanas qui disent, on voyait dans cette émission, avec l'accent, alors je sais pas, j'aime bien l'accent, mais je vais pas le faire, mais bon, ça me fait rire. Toutes les copines disent, parce qu'elles travaillent avec des Sénégalaises quand elles font des shows, elles disent, vas-y, fais l'accent sénégalais. Et alors, on voyait les nanas qui disaient, ah oui, non, mais moi j'aime bien, je préfère être en polygamie parce que comme ça, on est plusieurs à bosser ensemble, on a moins de boulot. Parce que le mec africain, en général, il bosse moins. Alors, il bosse pas moins parce qu'il est con, c'est que la structure sociale fait que le climat, la femme n'est pas obligée de rester à l'intérieur avec son petit parce qu'il fait froid. Donc la femme africaine, par rapport à la femme européenne, elle est à la production. C'est elle qui va à l'extérieur, en groupe de femmes, produire, s'occuper du cheptel de chèvre, gérer, tout ça. Et elle est dans un rôle qui, en Europe, est en général donné aux hommes, qui est pris à cause du climat, c'est tout simple. Une femme qui partirait travailler dehors au champ avec son petit, labourer quand il fait un peu froid, tout ça, le petit risque d'attraper une pneumonie. Donc elle reste près du feu, tu vois, ou elle reste près de. C'est pas qu'elle est paresseuse, c'est que il faut préserver l'espèce et l'avenir de l'espèce. Alors qu'en Afrique, le petit, tu peux le prendre, alors surtout le petit est textile, mais tu le prenais avant, groupe de femmes, t'arrivais surtout quand l'homme avait quand même réduit les prédateurs qui étaient autour de lui, donc il n'y a plus de lions. On est le super prédateur. Hein. Donc les autres sont pas trop cons, les lions, les hyènes, ils vont se barrer parce qu'ils savent que s'il y en a un qui arrive trop proche, il ne fera pas de vieux os et puis il ne transmettra pas ses gènes. Donc c'est le lion le plus peureux qui va survivre. Celui qui sait que la proie bipède, c'est pas une proie, c'est un prédateur. Tu vois. Tout à fait. Voilà. Donc la femme africaine est à la production, à l'extérieur, donc elle a un taux de testo plus élevé et en plus, elle a les capacités de l'homme à percevoir la trédimence puisqu'elle évolue à l'extérieur du logis, tu vois, plus. D'accord. Donc elle est à la gestion, un peu la gestion, la production, c'est elle qui s'occupe souvent des chèvres, souvent qui s'occupe de piler, alors que en Europe, c'est l'homme. Alors la femme, on la retrouve évidemment dans la société paysanne parce qu'on est industriel depuis pas tellement longtemps. Elle faisait les activités pas trop dures, tu vois, elle ramassait le foin,
mais elle restait quand même près de la maison, on va dire près du foyer. Près du foyer, là où elle ne va pas avoir trop de déperdition calorique. Tout est calorique sur Terre. Oui, ça c'est ton gros truc. Oui. Et les gens disent comment tu peux parler de ça, comment tu peux parler de ça, comment tu peux parler de ça, être bon là-dessus. Je dis mais non, parce que moi je les mets toutes à un seul niveau calorique. Je donne, je prends. Tu vois? Si je prends trop, je détruis mon milieu. Si je donne trop, je meurs. Tout est dans l'échange. À partir de ce moment, tu as compris comment fonctionne le monde. Tu vois? Les relations humaines, les relations entre États, tout est basé là-dessus. Sur la relation à l'autre et cette vibration divine qui est la vibration divine, c'est je donne à l'autre dans l'amour, tu vois, je prends à l'autre, je prends au monde, donc à l'autre pour survivre. Si je prends trop, je m'enferme dans la solitude et je finis par détruire le monde et mourir. Et si je donne trop, je meurs tout de suite. Donc tu sais, c'est cette vibration, c'est tout ça, c'est cet équilibre. C'est je donne, je prends, je donne, je prends. Et tout ça dans les barrières du corps cellulaire. Alors, toute chose sur Terre, c'est comme ça. Les États, c'est la même chose. Il y a une barrière cellulaire, il y a une barrière et on prend, on donne, on prend, on donne. Tu vois, c'est des relations. Les groupes religieux, c'est la même chose. Hein, ça unit une religion avec des règles. Et puis les groupes cachés derrière ces lois, ou des langues, ou des religions, ou un ensemble, ben, ils prennent, ils donnent, ils prennent, ils donnent. S'ils prennent trop, ils détruisent autour d'eux. Hein, et s'ils donnent trop, ils disparaissent. Hein, tu vois, tout ça, c'est une question d'équilibre. Ouais, bah, non, mais ça, c'est parce que c'est vrai que tu parles beaucoup de justement ce rapport des calories, voilà, en fait, les énergies qu'on prend, les énergies qu'on donne. Tout est énergétique, tout est énergie et vibration. Ouais. Tout est énergie et vibration, Dieu, au passage. Voilà. Ah bah ça va plaire à beaucoup de monde, ça, Dieu. Alors, on me dit, existe-t-il des types morphologiques spécifiques au peuple d'Inde? C'est vrai, on a parlé des Asiates un peu. D'Inde, oui. Les Indiens, ils ont des morphologies spécifiques aussi. Ils doivent sûrement, alors je ne me suis pas tellement intéressé à ça. Je sais qu'il y a des castes. Je ne vais pas dire oui, je sais, ou je n'ai pas parlé quand je ne connais pas. Mais effectivement, on les voit souvent qui sont. On voit des végétariens souvent. Alors. Oui, bah c'est souvent le cas en plus. C'est souvent le cas. Ils doivent être adaptés peut-être à une nourriture végétarienne déjà, plus que les gens du Nord, par exemple. Et les Asiatiques. Alors, par exemple, les Asiatiques, truc que j'ai remarqué, tu vas me dire si c'est un cliché ou pas, il y a très peu de gros chez les Asiatiques, très peu de gens obèses. Il y en a quand même. Ah ouais? Il y en a quand même. Parce que moi, attention, je parle des Asiatiques. Du Sud, peut-être. Bah, ouais, et puis d'Asie. Pas ceux qui vivent en Occident. Les Chinois du Nord. Pas ceux qui vivent en Occident. Bah, ils sont plutôt fins à chaque fois. Les Japonais sont plutôt gros. Il y a des gros, ils ont des sumos, tu vois. Oui, ouais, mais ils se forcent. Ils se forcent à manger, Ils sont hyper adorés par la population, justement. Parce qu'ils sont gros, parce que le reste. Ouais, tu viens de me dire ça, effectivement. T'as pas tort. Et tu vois, la discussion, ça me fait évoluer un peu. Écoute, c'est pas con ce que tu viens de me dire. Et je pense que c'est dû à une bonne régulation de leur rapport calorique. Effectivement, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je vois pas d'asiatiques comme ça. Ouais, c'est pas commun. Tu vois les femmes avec un petit peu de gras pour bébé aussi. Mais dans l'ensemble, ils sont quand même. Tu vois, une choc, ils sont. Moi, je suis un peu un oracle. Tu me poses une question, moi, je suis incapable de répondre aux questions, de sortir un truc si on m'a pas posé la question. Et je pense qu'on a trouvé un truc, là, je vais l'expliquer. L'asiatique, on va dire surtout le chinois, tout ça, on a les Chinois qui t'aiment bien. On va parler des Chinois. Hein, on va faire grosso modo. Alors dans le sud, ils vont être moins gras parce qu'ils ont un apport calorique permanent. C'est très riche. D'ailleurs, c'est équatorial. Hein, le sud, quand même, c'est pas équatorial, mais il y a la nourriture en permanence. Tout le monde sait que les gens vont en Thaïlande, les Français, en disant c'est super. J'ai mon plat de crevettes pour 3 €. Et puis bon, le mec, il dira pas qu'il a sa pauvre nana qui va se prostituer pour lui, je sais pas, c'est des puquettes, des tickets, des oui, les battes. Des battes, voilà. Je connais pas. Moi, j'y vais pas. J'aime pas aller exploiter les pauvres. Je ne vais pas exploiter les pauvres. Si je suis un ami, j'y vais. Mais... Donc, les Chinois, c'est un peuple très particulier qui a pris le chemin de l'écriture symbolique. Tu vois? Alors, l'écriture symbolique, alors, tu vois, on est lié à... C'est bizarre comme le monde, tu vois, c'est le milieu qui fait ça. Alors, ils auraient pu prendre l'écriture phonétique, comme les Européens ont pris. Hein. Alors, l'écriture phonétique, ça entraîne une chose, ça entraîne que des groupes différents, tu vois, peuvent se cacher derrière des langues, tu comprends? Et il ne peut y avoir de contact entre ces groupes que par une certaine diplomatie ou des gens qui ont appris les langues.
Et c'est très dur d'apprendre une langue. Quand tu te déplaces en Europe, tu t'aperçois que tu ne lis pas l'allemand et tu ne parles pas l'allemand. Que quand tu vas en Hongrie, tu ne parles pas l'allemand, le hongrois et tu ne lis pas le hongrois. Tu es obligé, quand tu ne connais pas, d'aller où dans une communauté. Par exemple, le juif se déplaçait dans une communauté qui était sa communauté juive, mais qui parlait la langue du pays. Donc il peut faire des affaires un peu partout. Mais pour les groupes, les peuples européens, on va dire, tu te retrouves avec des groupes sociaux cachés derrière des langues qui font jouer leurs intérêts. Tu comprends? Donc, dans ce truc d'équilibre, d'homéostasie calorique, tout le temps on veut prendre le maximum de calories en restituant un minimum. Donc chacun est dans une espèce de lutte. On se retrouve avec l'Europe, ce qu'appellent les juifs Esav, donc le fer, donc c'est la guerre aussi. Et tout le monde se fait la guerre parce qu'on est caché derrière ces langues. C'est Babel, tu vois, et on est caché derrière ces langues qui génèrent la guerre, mais qui génèrent quoi aussi? L'ingénierie. L'ingénierie, parce qu'exactement, la guerre amène l'ingénierie. L'ingénierie, mais aussi des problèmes caloriques des fois. Alors, il y a aussi le climat qui fait ça, que c'est froid aussi, donc je parlerai aussi de Néandertal après. Donc, on se retrouve quand même avec des fois des famines, des fois des guerres. Alors les Allemands un peu moins, parce qu'ils ont géré le lait, ils ont géré pas mal de trucs, donc ça fait des grands gaillards, mais on se retrouve quand même avec parfois une moins bonne gestion calorique, tu vois, à cause de ces langues différentes. Mais par contre, d'un essor technologique énorme à cause de ces combats permanents entre des gens cachés derrière des langues qui font jouer chacun leurs intérêts. C'est normal, hein, les gens veulent, on se bat pour son groupe, et son groupe génétique est caché derrière sa langue en général, derrière sa culture, derrière sa religion. Donc ça. Le chinois, c'est très 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 particulier, ça a été unifié très tôt, et ça a été unifié par quoi? Par l'écriture symbolique. D'ailleurs, on a eu le choix, la nature peut prendre plusieurs chemins, le choix de l'écriture symbolique, c'est-à-dire que du nord au sud de la Chine, de l'est à l'ouest, il y a eu ce phénomène qui a été fait qu'on a très tôt instauré une écriture symbolique et que malgré les langues différentes qu'il y avait en Chine, tout le monde ne se comprend pas, à partir du moment où on est lettré, on peut communiquer entre le nord et le sud. Et t'imagines que j'écris une langue, je suis en France, j'arrive pas à parler avec un Allemand, mais je peux lui écrire ce que je veux. Tu vois? Alors pour les relations affectives, c'est dur. Je ne vais pas te dire mon amour, je t'aime, tu me plais, j'ai envie de faire l'amour avec toi, demain, c'est un peu dur. Mais pour tout ce qui est gestion, c'est top. Donc à partir du moment où tu as des écoles de lettrés, organisées par un empereur central ou un truc, tu vois, je sais pas, il y a les Mongols, tout ça, tu as une très très bonne gestion parce que tu envoies des lettrés en haut, en bas, en droite, et tu peux faire des plans de gestion de la Chine. Des plans pour des canaux, des plans pour des routes, des plans pour échange calorique nord-sud avec du riz qui partirait du sud, échangé contre, je sais pas moi, je sais pas s'il y a des patates, mais je sais pas moi, des trucs du nord, tu vois. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec les gens qui sont très rarement en famine, tu vois, qui mangent correctement, tu vois. Donc à partir du moment où tu manges correctement, il n'y a plus de sélection sur les mecs un peu gras. Puisqu'il n'y a pas la sélection sur le mec qui a survécu parce qu'il avait un peu plus de calories stockées dans le gras. Puisque tout le monde mange bien. Puisque tout le monde mange bien. Attention, il y a des famines. Mais comme il y a une très bonne gestion, elles sont rares, mais quand il y a une mauvaise gestion, elles sont globales. Donc c'est peu de guerre, peu de famine, mais alors quand tu as des famines et des guerres, et ça y passe. Mais pas assez souvent pour peut-être avoir du gras. Alors moi je dis ça, des mecs pourront me corriger, hein. Moi c'est juste une théorie, mais je pense qu'elle est juste. D'accord, bah écoute. Tu vois, c'est un truc qui est assez intéressant. De mettre un point de vue complètement. Et c'est pour ça que les Chinois, on peut aller sur une autre route, hein, étant très bien gérés, très bien administrés, grand État, très très bien. C'est des fonctionnaires, c'est les mandarins, c'était des fonctionnaires, c'est les lettrés. Hein, très bien administrés, ont peu de famine, ont une très bonne administration. Le problème, c'est comme ils n'ont pas souvent de guerre, ils n'ont pas souvent de conflits, hein, on va dire, eh ben, ils ne vont pas avoir de progrès technologique. Tu vois? Donc on dit le Chinois, il trouve la poudre, il n'invente pas le canon. Tu vois? Parce que ça lui suffit, il n'a pas besoin. C'est l'obligation qui est la mère de l'invention. Tu vois, tu es obligé de faire ça. Comment je vais faire pour survivre, tu vois? Et à partir du moment où il est bien géré, il n'a plus cette obligation d'invention. Par contre, il y a cette espèce de tradition du travail bien fait. Il travaille à 1000 dans une usine, tout ça. Tu vois, il y a pas comme ils peuvent être très nombreux. Donc très nombreux, ça sélectionne les mecs plutôt calmes parce que le mec, il en a plusieurs sous le même toit. Le mec un peu énervé avec un taux de testostérone élevé. Je sais pas, Momo qui vient du Maghreb.
il fait pas long feu. Quoi. Ouais, il fait pas long feu, ouais. Non, je rigole, mais parce qu'en général, mais non, mais c'est pour. En général, je rigole parce que c'est mes copains maghrébins qui disent ça, on rigole, tu vois. Mais Oui, c'est vrai que c'est des tempéraments c'est différents. des tempéraments. Faut Dire, dire la moi, date, mes c'est copains vrai. algériens, ils disent on est chaud, mais c'est vrai qu'on est chaud. On part très vite. On part très vite au Maghreb parce que la calorie étant limitée. Si un mec vient s'installer à côté de chez toi, tu as à manger. Mais si tu le dégages pas rapidement, hein, bah C'est toi qui dégages. Donc, ah oui, non, on n'a pas C'est le ça. même tempérament. t'as pas le même tempérament. Le Chinois, il est relax, ce qui n'empêche pas d'être cruel quand il y a des guerres. Tu sais. Et puis eux, ils n'ont pas eu trop de danger à part les Mongols. Ils avaient Ah non. un gros danger de l'autre côté. Mais Voilà, bon, ils ont dû en avoir d'autres, mais Ils n'avaient pas des gros dangers de partout, quoi. Un peu, ça. ils ont dû en avoir d'autres, mais ils l'ont géré d'une façon différente. Hein. Mhm. Donc c'est pour ça que tu t'aperçois que relativement calme, tu vois, aimant vivre en groupe, tu vois. Moi, je me souviens d'un copain qui sortait avec une prostituée chinoise du Nord qui venait se prostituer sur les grands boulevards parisiens, tu sais, je me souviens plus où, moi je suis pas prostituée. C'était devenu sa copine, il vivait avec et tout, et elle a jamais voulu quitter sa cave où elle vivait avec cinq copines prostituées parce qu'elle aimait bien. Tu vois, elle aimait bien ton groupe, elle parlait des enfants, avec des téléphones portables, elle parlait de tout, tu vois. Ouais, c'est quelque chose que pour nous, c'est Est-ce pas que compréhensible. C'est pas compréhensible, Alors, de l'espace et tout, ouais. parce qu'on est un peu nerveux. L'espace personnel chez un Chinois, c'est pas l'espace personnel chez un Européen ou même chez un Berbère ou chez un Africain. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est juste des adaptations climatiques et il ne faut pas en voir une supériorité, une infériorité. Il faut se connaître et puis pas dire toi t'es un Algérien, t'es agressif, t'es un sale con. Je dis attends, il y a des Algériens qui sont charmants. Ils sont charmants, cool, relax. Ah voilà. Bon. Et puis, Là, comme ça, on a tout le monde. et puis même l'agressivité peut être considérée comme une qualité quand elle est bien orientée. Si tu veux, Oui, ça fait bah, un bon évidemment. commercial, un mec qui va au boulot. Tu vois, il peut y avoir des qualités dans ce qu'on peut penser pour un défaut dans un certain milieu qui est une qualité. C'est-à-dire, ce qui est une qualité dans un milieu est un défaut dans un autre. Tu vois, Tout à fait. Ouais, tu vois, c'était le coup de Darwin. Alors, on était darwinien. J'en ai rien à foutre de Darwin. Darwin ne connaissait pas la génétique. Il s'est juste aperçu de certaines choses par des exemples en allant dans les îles. Tu vois, c'était le coup des papillons. Tu sais, il y avait des papillons. Il y avait deux variations dans l'espèce qui étaient blancs et noirs. Il y avait beaucoup plus de blancs que de noirs. Parce qu'ils allaient sur des bouleaux ou des arbres relativement blancs. Et quand il y a eu l'industrialisation et des mines de charbon qui envoyaient, il y avait la fumée, bah, les bouleaux se sont foncés un peu à cause des poussières de calamine, je crois que c'est à peu près ça l'histoire. Et ceux qui étaient plus avantagés, c'était les noirs qui avant se faisaient bouffer par les oiseaux. Ouais, c'est une connerie, mais c'est ça la vie. Hein, tu vois, voilà, c'est juste d'accord, l'environnement qui a changé. Comme dit tout le monde, Dieu veut le bien du groupe. Et ça passe souvent par la casse de l'individu. Et ben on va faire une petite pause, si la régie elle est prête, c'est magnifique. Et ben on fait la petite pause, et oui, vous inquiétez pas, je vous oublie pas, il y a plein de questions, évidemment. Alors, Ils sont contents ou pas? Oui, ils sont contents, mais transformez pas ça en questionnaire de santé, quoi, tu sais, comme sur la 5, là, tu vois, avec la meuf, là. Oui, comment je fais, docteur, pour me muscler, etc. Parce que je la sens venir un petit peu. Alors, on va faire la petite pause, et puis on revient juste après à vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Frédéric Delavier, toujours avec les métanautes, là, ils sont tous en mode musclore, là, ça y est, ce soir, tout le monde va faire des pompes, là, ils vont pousser les biceps, ça, là, c'est sûr. C'est pas ma spécialité. Ah, mais toi, t'as quand même les ouais, ma spécialité, là, c'est... les bons biceps, ça. Ma spécialité, c'est traction. C'est pour ça que je fais du street workout. C'est quoi, ça? Le street workout, c'est un sport... alors, c'est Hannibal. C'est un blague en Amérique, là, dans un quartier, je sais plus, bon, je sais pas quoi. C'est pas Hannibal Lecter, non? Ouais, mais dans le genre, bon, c'est très musclé, qui a mis ça qui a mis ça à la mode avec des vues internet énormes sur des performances qu'il faisait sur les parcs, vous savez, les parcs qui étaient mis dans les rues pour les enfants. Et puis lui et ses copains, ils faisaient des tractions. Alors c'est pas un genou, hein, mais au lieu que ce soit les enfants qui jouent, c'était les jeunes, pas les jeunes, les mecs du coin qui faisaient du sport là-bas. Et puis ils s'affrontaient en traction, en pompe, en dips. Et puis ils faisaient des parcours. Et puis, alors après, les gens dans le monde entier ont voulu faire comme Hannibal. Donc il est à la base quand même d'un mouvement mondial. Alors ça s'appelle le street workout. Fait des performances, alors après comme ça se spécialise, il y a des performances un peu gymniques où les mecs font des acrobaties sur du matériel pour enfants à la base et des parcs pour enfants, puis maintenant il y a des parcs spécialement conçus par les fabricants qu'on met dans les cités pour occuper les jeunes. Alors c'est vachement bien, il y en a une à Grigny, alors c'est
La mairie de Grigny a parfaitement compris. Je dis bravo à la mairie de Grigny. Alors, moi, je ne sais pas de quel coin elle est. Des fois, c'est communiste, des fois, j'en ai rien à foutre. Là, c'est un ex-front de gauche, c'est René Valls, le maire. Alors, je dis. Et un excellent maire, attention. Bravo. Voilà, c'est ce que je dis. Bravo. Moi, je m'en fous. Moi, je prends les hommes pour ce qu'ils font. Et alors, tous les jeunes à Grigny, alors il a mis ça en bas, c'était la grande, comment ça s'appelle? La grande borne. Et alors, il a mis ça en bas. Alors, putain, ça change la vie. Tous les jeunes sont là-bas. Ça met une ambiance. Tout le monde vient faire du. Alors, ça a commencé là-bas. Ils ont organisé le street workout en employant les jeunes, tu sais, du coin, dans des activités justement d'organisation pour les gamins, tout ça. Alors, Grigny, c'est à la base, vraiment au niveau boost, au niveau sport, avec aussi des clubs de fight. Mais alors, il y a le street workout et c'est vachement bien. Et alors, c'est Grigny qui est vraiment la première ville à monter des trucs comme ça, des championnats. Alors maintenant, c'est des compétitions mondiales. Il y en avait en Ukraine, l'Aquapark de Kiev. Alors maintenant, c'est un peu compromis, on va dire. Il y a moins de compétitions. Grigny, c'est aussi la ville d'Amélie Koulibaly. Oui, voilà. Bon. Il paraît qu'il faisait des tractions. Bon, ça se trouve, il en a fait. Hein. Je rigole. Ça se trouve, il en a fait. Mais bon, il n'y a pas que Mehdi Koulibaly à Grigny. Il y a aussi des mecs qui font des trucs bien et qui organisent des. Il y a le Vic qui organise des compétitions de combat, de grappling international. Il y a aussi le merde, comment ça s'appelle Oh, je me souviens plus du concours, j'ai un trou. Bon, c'est l'équipe de Grigny qui organise le Pull Up Push. Le Pull Up Push, c'est un concours de street workout. Et bon, moi, je participe. J'ai loupé le Pull Up Push, j'ai été blessé. Mais j'y suis allé quand même. Et par contre, je fais des championnats. Et puis je m'éclate dessus parce que je suis bon en traction. Et je suis avec des petits jeunes. Et puis j'essaye de leur mettre la pâtée. Pas pour les humilier. Pour être un exemple, pour montrer qu'un vieux peut être bon. Et il faut être l'essentiel de la vie, c'est d'être un exemple pour les petits qui viendront après. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, faites-le pour vous, mais faites-le surtout pour les autres. Et l'image que vous devez transmettre doit être bonne, parce que vous devez être un exemple pour les gens qui vous entourent. Même si vous avez des vices, vous avez des perversions, cachez-les. Et par rapport au groupe, essayez de montrer un bon individu, parce que vous serez un exemple pour les enfants plus tard qui voudront avoir une référence. C'est comme on disait avec le prophète Mohammed, il ne faut pas salir, parce que c'est un exemple de comportement. Le prophète Mohammed, c'est quoi? Paix et je sais pas quoi sur amour sur lui. Paix et amour sur lui, pour dire. C'est vrai, parce que c'est un prophète, donc c'est un exemple. Tous les prophètes, voilà, on ne les salit pas pour faire du business, parce que c'est trop facile. Pas qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas grave. Le fait qu'ils soient des exemples est quelque chose d'extrêmement positif pour le groupe et pour les enfants, qui plus tard. C'est ça l'essentiel. Voilà. Alors, on nous posait des questions, il y en a pas mal, sur, par exemple, l'homme de Néandertal et son acclimatation. Ça, c'est génial. Alors, c'est une question qui est venue souvent, ça. C'est quoi un peu l'histoire de cette acclimatation de l'homme de Néandertal? Alors, on a tout le temps dit, ça part d'un problème, on a souvent dit que l'homme de Néandertal avait disparu. L'homme de Néandertal tué, éliminé par les sapiens. Oui. Ça a tout le temps été la théorie qui dominait. Alors, c'est une théorie un peu idiote à la base. C'est une théorie qui vient sûrement de la culpabilisation de 39-45 avec les tentatives d'extermination qu'il y a eu, des tziganes, des juifs. Ça a été, ça a quand même été un trauma mondial, on va dire. Alors on a dit l'homme il est mauvais, l'homme il extermine, l'homme il est pas bon. Il se trouve que moi ça fait plus de 15 ans que j'ai toujours dit, alors je suis pas généticien, j'ai toujours dit l'homme de Néandertal n'a jamais été éliminé. Il y a eu du métissage, ils étaient moins nombreux comme c'était un climat plus froid, c'était de la remontée africaine. Alors les dates, moi je ne connaissais pas mon truc, mais c'était de la remontée africaine assez vieille, qui s'est adaptée à un climat froid, et il y a eu une montée sapiens, je crois qu'il y a 60 000 ans, 40 000 ans, en grand nombre, et on dit que les sapiens ont éliminé les néandertaliens, ce qui est maintenant prouvé, ce qui est complètement faux. Puisqu'on se retrouve avec 2 à 3% de gènes, des fois 4 de gènes néandertaliens chez les Européens, les Asiatiques, pas chez les Africains, parce que les Africains, Néandertal vient d'Afrique, mais il n'y a pas eu de remélange avec les Africains, si tu veux. Donc Néandertal, il y a visiblement eu du métissage avec Néandertal, du métissage pas énorme, il n'y en a pas eu beaucoup, parce que de toute façon,
Ils n'étaient pas très nombreux. Et puis, d'apparence, ils n'étaient pas du tout pareils, si. Alors, ils n'étaient pas tout à fait pareils, mais en vérité, on exagère beaucoup parce que vous avez le crâne un peu fuyant. Ils étaient plus courts, ils avaient une espèce de cage thoracique en triangle. Alors, je vais expliquer un peu ça. Hein. Ils étaient très particuliers, ils étaient surtout adaptés à un climat plus froid que les sapiens remontés plus récemment d'Afrique. Et puis tout, ils étaient adaptés aussi à une nourriture plus carnée, plus grasse, hein, essentiellement grasse. Plus on dit carnée et grasse, parce que l'hiver, en Europe, surtout pendant les périodes glaciaires, là, il y a des périodes de réchauffement où ils ont pu manger chasseurs-cueilleurs, plus de végétaux, plus de baies, plus de trucs, de machin. Mais pendant les périodes glaciaires, ils étaient confrontés à un milieu où l'hiver, il y avait essentiellement de la viande à bouffer. Hein. Alors, la viande, c'est pas top, et on va bouffer essentiellement de la viande, mais ce qu'on va trouver dans la viande, c'est des hormones aussi, un peu de vitamines, parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétaux non plus, et puis du gras avec des acides gras essentiels, et c'est ça qui est fondamental dans la morphologie néandertalienne, c'est cette adaptation à la nourriture carnée et au gras. Hein, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a dû quand même avoir des montées. Ça n'a pas été il y a 60 000 ans des Européens qui sont montés. Hein, ça ne se passe pas comme ça. Il y a eu des montées au nord qui se sont adaptées. Bon, c'est ça, on suppose il y a 1 million d'années. Après, il y a eu des adaptations. Néandertal, je ne sais pas les dates, mais bon, ça fait quand même plusieurs centaines de milliers d'années qu'ils étaient en Europe. Ils se sont adaptés à ce climat très, très, très froid. Mais ils n'ont pas perdu, comme on peut penser, génétiquement une compatibilité avec les sapiens d'Afrique, parce qu'on dit Néandertal, mais c'est un sapiens, puisqu'il y a eu des métissages en vérité. Hein. C'est nous qui classifions toujours. T'as les noirs, t'as les trucs, t'as les machins, t'as les Néandertals. C'est beaucoup plus en ton, comment dire, il y a beaucoup plus de nuances dans l'humanité. Hein. Il y a dû, au cours de centaines de millénaires, avoir quand même des remontées sapiens, de sapiens d'Africains, d'Afrique, tu vois, même des revenus d'Asie, parce qu'il y a eu cette montée en nord qui est partie vers l'Asie. Hein, il y a des isolations génétiques qui ont fait des adaptations climatiques à des climats particuliers. Hein, mais il y a dû quand même avoir parfois du remétissage, hein, du remélange, qui a permis de garder une certaine compatibilité génétique entre sapiens, malgré sa différence, entre sapiens, entre Néandertal et sapiens. Donc, quand les sapiens sont montés au nord, il y a 60 000 ans, les sapiens, comme on dit, ils venaient du sud, ils sont passés par le Moyen-Orient, et là, on suppose qu'ils ont rencontré des métis sapiens, tout ça, des métis néandertals. Ils sont mélangés, un petit peu mélangés. Et les sapiens, ils étaient plutôt bruns, hein, ils étaient plutôt adaptés à des climats chauds, donc une peau un peu basanée comme toi, plutôt les cheveux bruns, plutôt assez dynamiques au niveau reproductif, c'est-à-dire qu'ils avaient une reproduction plus active. Oui, au nord, tu as l'hiver, donc tu ralentis un peu, tu te reproduis moins, tu fais plus attention à tes bébés, parce qu'il y a moins de calories, donc la politique n'est pas la même pour la survie de l'espèce, alors que la politique dans un pays plutôt chaud, avec toutes les bactéries qu'il y a, hein, c'est on en pond un maximum, parce qu'il y a une lutte de la nature pour qu'un maximum reste en vie, contre les bactéries, contre tout ça. Alors qu'au nord, on combat contre la mort de la nature, au sud, on va combattre contre son exubérance. Tu vois, on combat la nature au sud et on combat sa mort au nord. C'est la lutte de l'homme, elle est différente. Donc, quand Sapiens a rencontré les Néandertals en faible quantité, Sapiens est monté en plus grosse quantité. Hein, puisqu'ils étaient déjà plus actifs, et c'est au cours des glaciations. Alors je ne me souviens plus, il y a des spécialistes qui diront, donc il y a eu baisse du niveau de la mer, donc on montait plus facilement, mais il y a tout le temps eu quand même des petits passages qui permettaient de garder une compatibilité. Alors, on s'est aperçu récemment avec, c'est pas beau, c'est un Suédois qui travaille à Leipzig, un généticien, et ils ont testé du matériel génétique pris sur des ossements de Néandertal par rapport à des ossements de Sapiens, et puis des ossements d'hommes, et puis modernes, ils se sont aperçus qu'on avait une compatibilité, qu'on avait à peu près 2 à 3% de gènes communs. Donc on a eu un métissage. Alors moi je ne suis pas spécialiste en génétique, hein, mais le grand avantage de ce métissage qu'il y a eu avec Sapiens, avec Néandertal, c'est que Sapiens a sauté 400 000 ans, ou 500 000 ans, 600 000 ans de sélection naturelle intense par adaptation au froid. Donc grâce à ces faibles métissages qu'il y a eu, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais qui est-ce qui a eu le plus haut taux de survie? C'était les métis. Et c'est les métis qui ont transmis les gènes néandertaliens, les gènes d'adaptation au froid néandertalien,
aux sapiens, revenus d'Afrique, tu vois. Alors il y a eu plusieurs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que sapiens, Néandertal, il y a eu beaucoup plus de souches qu'on les découvre progressivement. Hein. Il y a eu beaucoup plus de souches qui ont dû se remélanger plus ou moins. Mais Néandertal, qui est très particulier, avait cette adaptation au froid dont on a hérité. Alors particulièrement cette blanchitude, ce fait d'avoir de la peau blanche, hein, plus blanche, qui était en fin de compte une adaptation au climat, au manque de luminosité et aux hivers, qui permettait justement de mieux synthétiser la vitamine D. Hein, parce qu'il était essentiellement carnivore. Alors, il ne se nourrissait pas de baleines et de phoques comme les Inuits ou les Asiatiques, qui récupèrent quand même de la vitamine D dans la nourriture, dans la viande de baleine et de morse. Donc ils arrivent à avoir le minimum pour pas être obligés de blanchir. C'est pour ça qu'en plus, comme il fait très froid, les Inuits, on s'aperçoit qu'ils ont la peau basanée. Ils ont la peau basanée parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc ils n'ont pas perdu cette capacité. Ils n'ont pas une adaptation à la synthétisation de la vitamine D par blanchitude. D'ailleurs, ils conservent leur mélanine parce il y a beaucoup de réverbération, ils ont de petits yeux bridés. Et en plus, eux, ils arrivent à compenser ce manque de luminosité par la nourriture, la viande de phoque et de baleine qui est relativement riche. Alors ça, c'est parce que je lisais ça, parce que des mecs m'avaient posé la question, puis il y a des centres de recherche qui ont étudié justement ça. Alors, quand on enlève évidemment la nourriture, je repasse du coq à l'âne, la nourriture traditionnelle aux Inuits, aux Esquimaux, c'est qui du phoque et de la baleine, ils se retrouvent en carence de vitamine D très vite, tu vois. Quand ils se mettent à bouffer du McDo, alors ils deviennent obèses, parce qu'ils ont tendance à stocker du gras. Alors, Néandertal, sa particularité, c'est comme au nord, il n'y a pas beaucoup de fruits, légumes, tout ça l'hiver, il s'était spécialisé dans la chasse, c'était un chasseur-cueilleur, essentiellement un chasseur-cueilleur, adapté à la métabolisation et à récupérer la graisse, à l'assimiler, à la métaboliser et à la stocker, hein, le gras animal, parce que quand on trouve les protéines, c'est quand même dur à dégrader. On en a besoin, mais pas besoin de tant que ça. Casanova a raison, on n'a pas besoin de tant de viande que ça. Mais ce que les Néandertals, la façon dont ils sont adaptés, c'est en faisant cette espèce de chasse aux acides gras essentiels et aux gras, et puis aux abats aussi, parce que c'est des vitamines, aux gras contenus dans les viandes, tu vois. Et on s'aperçoit qu'au niveau génétique, les Européens, ils ont surtout cette adaptation de stockage et de métabolisation du gras, surtout héritée des Néandertaliens, tu vois. Parce que dans les pays chauds, tu n'as pas besoin de faire ça, dans les pays chauds africains. Alors après, c'est différent, il y a le Maghreb, il y a tout ça, on stocke aussi. Mais c'est surtout cette adaptation au froid. Donc blanc, plutôt les cheveux roux, ils ont des pigmentations, tu vois, on suppose qu'ils avaient les yeux clairs. Et puis cette forme, il devait être bien gras, il devait stocker beaucoup de gras, comme les Esquimaux qui stockent beaucoup de gras, hein, les membres relativement courts. Hein. Et puis cette espèce de cage thoracique qui part en V, tu sais, il y a vraiment une cage thoracique étrange. Alors moi, je vais expliquer un peu, parce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi ils ont la cage thoracique qui part en V comme ça, alors que l'Européen est plutôt tubulaire, l'Européen, le sapiens classique est plutôt tubulaire. Alors c'est simple, mais c'est uniquement parce que, comme ils avaient à passer des hivers rigoureux, il fallait qu'ils stockent du gras, et ils stockaient du gras où ? Dans les viscères. Donc ils avaient un gros bide, ils devaient avoir un gros bide rempli de gras autour des viscères, hein, un peu comme les poneys fjord, c'est les poneys norvégiens, ces poneys avec un gros bide qui bouffent du lait, et puis à un certain moment, ils ont besoin de stocker pour passer la fin de l'hiver et le début du printemps, qui sont des périodes critiques. Néandertal, ça devait être pareil, un peu comme les Inuits, hein, ou les Esquimaux, dont la période critique de survie, c'est fin d'hiver, début printemps, tu vois. Donc on se retrouve avec un peu cette adaptation au froid qui est passé chez les Européens, tu vois, et on a sauté 400 000 ans de sélection. C'est les métis qui ont justement évité cette casse, tu vois, cette casse génétique. C'est pour ça que Sapiens aurait pu survivre, donc à cause de ce mélange. Sapiens aurait survécu obligatoirement, mais il aurait payé le prix fort avec une adaptation beaucoup plus lente. Et grâce aux métis, l'adaptation était beaucoup plus rapide. Donc d'où l'avantage du métissage en cas de changement de milieu, tu vois. Quand les mecs, moi j'ai des nations qui viennent, des mecs, des racialistes qui viennent, puis des mecs qui sont pour le métissage. Qu'est-ce qui est mieux, le métissage qui est mieux? Non, il n'y a pas un truc qui est bien et mauvais. Il y a des adaptations climatiques et du métissage. Le métissage ayant l'avantage de faire passer des gènes d'une population à l'autre qui sont adaptés à deux climats différents. Et s'il y a un changement de climat dans une population, le métis aura peut-être apporté la clé de sortie, tu vois, la clé d'apport de sortie de l'espèce pour survivre, ou du groupe pour survivre, tu vois. Ouais, donc c'est pas forcément négatif. Ouais. C'est pas forcément négatif, c'est-à-dire il n'y a pas de positif, de négatif, et tout ça c'est des adaptations, et on joue avec.
Et bon, les Africains ont moins bonne adaptation au froid en général, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Ils n'ont pas cette espèce d'inflammation des mains qui, chez les Européens, qui doit venir aussi de Néandertal à la base, hein, Et puis, qui fait qu'en vérité, c'est une inflammation souvent, les qui permet problèmes, de ne pas geler, tu vois. il y a des problèmes d'adaptation. La rougeur, de tu la sais, peau, voilà. voilà, Il n'y a pas de rougeur chez l'Africain. La peau, en général, des Africains, elle n'est pas du tout adaptée au froid, qui fait qu'elle craquelle. Elle craquelle et tout. Elle se déshydrate très vite. Oui, ils sont faits pour l'Africain, il est fait pour transpirer en permanence. Ouais. Alors il y a un truc que j'ai remarqué parce que on dit souvent, on explique souvent, alors ça c'est une théorie que j'explique, et puis avec des médecins, ils disent ah oui putain, vous devez avoir raison. Alors tu sais, on voit souvent, on explique souvent sur l'hypertension, on dit chez les médecins, on dit il y a l'hypertension et souvent chez les Africains, elle est souvent hydrique, donc due à une trop forte rétention d'eau. Et chez les Européens, l'hypertension, elle est plus souvent nerveuse. Tu sais, hypertension. Donc on donne des bêta-bloquants, des calmants chez les Européens, et on donne des diurétiques chez les Africains. En général, c'est ce qui se passe. Il faut faire des examens parce qu'un Africain peut être hyper nerveux et puis un Européen peut avoir une hypertension hydrique. S'il a un rein bousillé, tu vois, ça peut arriver. Donc, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Donc pourquoi cette hypertension n'a pas les mêmes causes chez l'Européen et chez l'Africain? Alors pour des raisons simples, ce sont tout simplement des adaptations climatiques. En Afrique, il fait très chaud. Donc, l'essentiel, c'est de thermoréguler, de se refroidir. Donc l'Africain, qu'est-ce qu'il fait? L'Africain, il a une peau toute noire déjà pour éviter les cancers de la peau. Et puis, il a une transpiration abondante. Il transpire beaucoup. Il boit, il transpire beaucoup. Il transpire. Il transpire beaucoup, du coup, il pisse moins. Ah oui, puisqu'on excrète par la peau, plutôt, la nature est économe toujours. Donc en Afrique, ça pose aucun problème. Puis il se dépense en plus, tu vois. Quand il passe au nord, il vient travailler au nord, il fait moins chaud. Donc il transpire moins. En plus, donc, tu sais, j'avais pas trouvé que son intervention était très bonne. Un gars dit oui, le noir il pue, tout ça, machin. Ouais, c'était un peu con son truc. Le noir il pue pas, il a une transpiration particulière. Il doit y avoir des sécrétions de la transpiration africaine qui sont faites justement pour protéger cette peau qui est en permanence humidifiée. Alors que l'Européen l'a pas. Donc ça donne une odeur particulière à l'Africain. C'est pas parce que il pue, t'es con. C'est très bien. Je vais passer le message comme ça. Non, mais il n'est pas méchant. Non, mais oui, effectivement, il y a différentes adaptations, mais c'est pas. Il pue pas. Il a une transpiration. Sûrement, il doit y avoir des molécules que l'Européen sent particulièrement et qui sont juste des molécules de protection parce que c'est une peau très hydratée qui transpire en permanence pour thermoréguler. Ça veut dire évacuer par la transpiration, par l'évaporation. On n'a plus de poils, donc on évacue l'agitation moléculaire pour éviter de monter en surchauffe, Voilà. de détruire les tissus. Souvent, les Africains sont imberbes, contrairement aux Européens. Et les Africains sont imberbes pour cette raison. Ouais. Pour cette raison, j'ai discuté hier avec un médecin, justement pour l'histoire de la barbe, des Européens, pas des Africains. Donc, l'Européen, lui, alors quand l'Africain monte au nord, il ne transpire plus. Tu vois? Mais il n'excrète pas plus, il n'a pas des reins adaptés pour pisser autant que l'Européen. Donc il se retrouve en rétention hydrique, hypertension. Donc qu'est-ce qu'il faut conseiller aux Africains? Faites du sport pour vous dépenser. Ah oui, il a besoin, le mec, il fait du sport. Déjà, il a tendance à se dépenser et aller au sauna. Et tu vois dans les saunas, moi je vais au sauna, dans les gymnases, tu as tout le temps des Africains qui sont au sauna, comme si ça leur faisait plaisir d'être au sauna. Mais c'est instinctivement, ils vont au sauna parce qu'ils ont besoin de transpirer, parce qu'ils évacuent moins par la pisse. D'accord. Et ça, il faut le dire aux Africains. C'est faites du sauna, les mecs, et faites du sport et bougez parce que vous êtes sur pas tous, sous des latitudes nordiques. Et alors, on se retrouve dans. Et là, j'ai discuté avec un copain qui sort avec une Africaine. On discutait. Il a dû sortir avec une Antillaise avant. Et il y a ce problème d'hypertension chez les Antillais. Hypertension accrue, encore plus que chez les Africains. Pourquoi? Parce que lors de l'esclavagisme, les mecs, pour la rentabilité, ils mettaient un maximum de mecs dans les bateaux. Ah oui, l'Européen est un calculateur froid et dur. Hein, c'est pas un gentil garçon. Faut pas croire. Il a l'air civilisé, mais il est cruel. Comme l'Africain, mais chacun sa cruauté. Donc pour la rentabilité, ils mettaient un maximum d'Africains dans les bateaux, tous allongés, tout ça. Lesquels qui ont survécu en arrivant aux Antilles, en Amérique? Ceux qui finalement avaient le. Il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est l'eau salée. Ceux qui faisaient de la rétention d'eau. Tu vois? Donc tu te retrouves avec une double rétention d'eau chez l'Antillais qui a une sélection sur le mec qui faisait encore plus de rétention d'eau parce que c'est ceux qui se déshydrataient le moins qui ont réussi à survivre. Donc tu te retrouves avec un double impact sur les mecs et beaucoup d'hypertension chez l'Antillais. Tu vois? Alors c'est à cause. Ça a été une espèce de sélection.
lors du passage de ces bateaux. C'est impressionnant, tu vois le truc. Hein. Et plus la montée au nord, donc il faut expliquer aux Africains, faites du sport, transpirez, faites tout ça, tu vois. Alors après, il y a beaucoup d'Africains qui sont métissés aux Antilles ou ailleurs, donc c'est très très intéressant de voir ça. Chez l'Européen, on se retrouve avec un autre truc, ceux qui ont survécu, c'est lesquels? C'est les plus angoissés, ceux qui avaient l'angoisse de l'hiver, qui stockaient, qui accumulaient. Donc tu te retrouves avec des maladies dégénératives d'angoisse, tu as des mecs angoissés, donc hypertension, angoisse, comme s'il y avait un danger qui allait venir alors qu'il n'y en a pas. Donc c'est celui qui mettait de côté pour passer cet hiver, donc qui accumulait, qui prévoyait, qui survivait. Donc on se trouve avec des mecs qui ont besoin de bêta-bloquants, qui ont besoin de calmants, tu sais, qui s'angoissent pour l'avenir, l'avenir de mes enfants. Oh putain, je gagne 5 000 euros par mois, je gagnais 10 000, je me tire une balle dans la tête. Alors les Africains, ils disent quoi? Tu gagnais 5 000, il gagne 10 000, mais attends, tu t'en fous quoi. C'est pas grave, demain tu es peut-être mort, vas-y, profite de la vie. Oui, mais pour l'Européen, cette angoisse, ça l'a sauvé. Parce que celui qui ne mettait pas de côté, si l'hiver durait un peu plus longtemps, il mourait. Donc on se retrouve avec des angoissés, tu vois. Je bois pour oublier, je suis angoissé, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas du tout la même angoisse, et ça joue le climat sur la psychologie. Alors je sais pas, on est parti des Néandertaliens pour arriver aux Africains, mais c'est toujours intéressant. Donc nous, les Européens, ben, on a hérité, pour revenir des Néandertaliens, de ces adaptations à l'hiver, tu vois. D'où le gros mollet aussi, le gros mollet adapté au froid, qui est une adaptation climatique aussi. Hein. C'est le mollet fin, le mollet de l'Africain, tout en restitution d'énergie, tu sais. Pied plat, c'est calcanéum, le pied, le calcanéum c'est du fond. Comme la voûte plantaire est affaissée, le calcanéum est vers l'arrière, donc du coup, il a un bon levier, il n'a pas besoin d'un gros muscle pour tirer quand il court. Et quand il court, il est tout en restitution d'énergie, dans l'accumulation d'énergie élastique dans les tendons et le muscle. Tu vois, c'est pas besoin d'une grosse contraction. Alors que l'Européen, on va dire, il a sûrement hérité ça des Néandertaliens. Après, il y a quand même la sélection naturelle, l'évolution, on continue à sélectionner les individus les plus adaptés au climat. L'Européen, le gros mollet de l'Européen sur le tableau de Bruegel, tu sais, l'haltéro-russe, avec ses gros trucs, tu vois, le Bulgare avec ses gros machins. Qu'on voit pas en Afrique, hein, tu vois, les lutteurs sénégalais, c'est des mecs costauds suralimentés, mais ils ont ces petits mollets derrière. Ils ont des petits mollets. Alors c'est une adaptation, une adaptation au froid, donc ça fait un gros mollet, tu vois. Donc le pied se cambre, tu vois, il est cambré, il y a une sélection naturelle qui fait que le calcanéum est rentré. Donc le calcanéum il est rentré parce qu'il y a un os à l'avant du pied, et un muscle à l'avant du pied, il y a les extenseurs des pieds qui tirent le gros orteil. Alors il y a une voûte sous la voûte plantaire. C'est pour ça que la voûte plantaire se Et voilà, c'est pour ça que la voûte plantaire se creusée. Parce que voilà, tu as des gros muscles à l'avant, hein, la loge antérieure, tu as des gros muscles à l'avant, les extenseurs des orteils qui tirent, et en tirant, ils tirent par effet de poulie, de réflexion, le calcanéum qui est l'arrière du pied vers l'arrière, et ils archent la voûte plantaire, réduisant le levier, et ça fait un mollet beaucoup moins performant chez l'Européen. Plus court et performant, un mollet qui descend jusqu'en bas.